Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? OK. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à notre atelier aujourd'hui. On va parler de la maturité et la transformation de la tarification non-vie parce que c'est une priorité clé pour beaucoup d'assureurs aujourd'hui. On va répondre à les questions pourquoi maintenant? Qu'est-ce que c'est les défis et qu'est-ce que c'est les avantages du changement et comment rendre un processus mature et robuste face à l'avenir. Je suis Lucie et aujourd'hui je travaille chez Deloitte comme directrice actuariat. Mais par le passé, j'ai travaillé à Londres chez Lloyds comme actuaire de tarification. Et plus récemment, je travaille dans la transformation d'une variété de processus actuariat. Avec moi, j'ai Nicolas, qui est directeur de Ernix, un fournisseur de technologie tarification. Emily, qui est responsable pour la tarification d'une variété de produits chez AXA XL. Et Simon qui travaille avec moi chez Deloitte. On va commencer et je vais passer la parole à Simon pour répondre à la question « Pourquoi maintenant ?» Merci Lucie. Donc effectivement, moi, je vais vous parler un peu du contexte dans lequel s'inscrit cet atelier et pourquoi on pense que maintenant c'est une bonne idée de repenser la maturité des outils de tarification non-vie. Donc, comme vous devez le savoir déjà, on a constitué à la fois un contexte entre l'externe et l'interne qui fait que justement cet environnement nécessite des changements. Donc d'abord en interne, on a toujours cet impératif évidemment de rentabilité des produits, mais on a aussi de plus en plus des questions qui se posent sur la viabilité des données, sur l'utilisation qu'on fait des données et la pérennité de nos systèmes et leur obsolescence face à l'évolution des données et de ce qu'on veut en faire. Et on a aussi une autre problématique, c'est on a de plus en plus de gens, de jeunes actuaires qui ont du talent et qui veulent justement qu'on veut retenir en utilisant des technologies nouvelles sur lesquelles ils ont une appétence très forte. Et du coup, avec des outils qui peuvent être un peu anciens, on peut avoir du mal à capter cette appétence par ces personnes. Dans l'environnement extérieur, on va toujours le rappeler, mais l'effet qu'a eu l'inflation a quand même eu un impact majeur sur l'assurance non-vie de manière globale. Et même si on a une inflation qui est réduite aujourd'hui, ça continue d'avoir un impact significatif sur l'idée qu'on se faisait pendant longtemps de ce que pouvait être la non-vie et ce qu'elle est aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier le contexte géopolitique toujours instable. On sait très bien que les conflits, que ce soit les conflits ou les risques climatiques qui augmentent de plus en plus, génèrent des tensions et une incertitude sur le marché qui est toujours difficile à appréhender. Et face à ça, on pense qu'il y a en même temps des perspectives d'avenir très positives avec une évolution technologique et des nouveaux outils qui se mettent en place et qui se développent et qu'on va vous présenter au cours de cet atelier, qui veut permettre justement face à ces enjeux, de fournir la solution la plus optimale dans le cadre de votre tarification non-vie. Et pour répondre à ça, on pense qu'il y a 4 axes autour duquel un outil de tarification doit être à même de pouvoir répondre. Donc d'abord, il faut que cet outil soit intelligent, qu'il soit à même, à partir de la donnée, de donner une réponse qui soit déjà cohérente, mais qui soit réfléchie, analysée et qui puisse nous permettre de fournir une réponse plus approfondie que ce que pouvaient nous fournir les outils précédemment. Et aussi, on a un impératif de plus en plus de rapidité. Que ce soit une demande du management ou que ce soit ce que le marché nous demande, on a besoin d'avoir un outil qui nous produit une offre rapide et qui aussi soit suffisamment modulable pour s'apprécier vis-à-vis du marché auquel vous êtes confronté. Alors on a mis end-to-end, donc bout en bout. L'idée aussi, c'est que l'outil doit pouvoir répondre à un besoin de bout en bout, donc du besoin identifié pour le marché jusqu'à la mise en production du produit. Donc, et pour répondre à ça, il faut que l'outil soit suffisamment bien construit pour avoir une réponse de bout en bout. Et enfin, un outil dans lequel on a confiance à la fois à l'externe, en interne dans ce qu'il produit et aussi vis-à-vis des auditeurs.
Et donc pour répondre à ça, je vais laisser la parole à Nicolas qui va présenter justement une solution outil possible qui réponde à ces besoins. Merci, merci Simon, merci Lucie. Donc encore une fois, je vais pas pitch, c'est pas un pitch commercial, mais c'est plutôt un angle technologique pour vous montrer comment on peut répondre à ce type de problématique. Donc merci pour cette introduction et ces premières réflexions sur pourquoi maintenant, et je dirais même plus pourquoi encore plus maintenant, puisque la maturité de la tarification, je pense, c'est un enjeu qui est assez récurrent. Donc je suis Nicolas Thévenet, directeur chez IMEA chez Earnix, et mon but aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est d'apporter quelques éléments de réflexion sur ce type de problématique, mais sous un angle technologique, sous un angle innovant. Puisque Earnix n'est pas une compagnie d'assurance. Earnix, comme l'a souligné Lucie, c'est un fournisseur de solutions innovantes, de solutions technologiques qui permet de traiter la problématique de tarification et de souscription, et comme le soulignait Simon, end-to-end, c'est-à-dire de la gestion de la donnée jusqu'à la mise en production, qui aujourd'hui semble être un défi, un enjeu assez important. Donc pour compléter ce que vient d'être énoncé par Simon. Alors, effectivement, le fait d'avoir la présentation derrière, c'est pas forcément le plus simple, mais je vais axer mon discours sur trois idées. Un rapide état des lieux. Alors, je ne vais pas répéter ce que vient de faire très bien Simon, mais je compléterai un peu cet état des lieux. Ensuite, quelques éléments de réponse sur la transformation à opérer pour une tarification mieux maîtrisée. Et enfin, les bénéfices d'une telle transformation. Et le tout en plus ou moins 10 minutes. Les 10 minutes qui sont imparties, je pourrais passer 3 heures là-dessus, mais on va essayer de faire concis et suffisamment précis pour que vous ayez quelques éléments de réponse avant de partir. Non, ok. C'est pas ça. Voilà, excusez-moi. Donc tout d'abord, comme je disais, un état rapide, je ne vais pas répéter, une partie de ce qui est sur ce slide a déjà été énoncé par Simon, mais je voudrais faire un complément en observant, effectivement, il y a 3 sujets ici que j'aimerais souligner. C'est une volonté de transformer et d'optimiser les processus métiers. Alors c'est véritablement un défi que l'on voit aujourd'hui, avec comme objectif une systématisation d'un certain nombre de KPI, tels que les marges, tels que les volumes, le ratio combiné, et j'en passe. Donc ça, c'est une première constatation. En deuxième lieu, on observe aussi une volonté de transformation et d'optimisation des processus, j'allais dire, de production de la tarification, avec notamment plus de flexibilité, plus d'agilité et surtout plus d'efficacité entre le passage du test, du développement et le passage en pré-prod et production pour éviter les différentes intégrations qui peuvent être complexes, qui peuvent comporter des risques. Et enfin, ce qu'on note comme challenge et défi supplémentaire, c'est une volonté d'industrialiser la création de valeur afin d'améliorer le parcours et la satisfaction client qui se traduirait par une offre mieux dimensionnée, ce qu'on essaie de vous présenter aujourd'hui, mieux quantifiée et surtout mieux tarifée pour le client final. Donc, j'essaie de pas me... Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a énuméré les différents défis, les différents enjeux au sujet du marché en général, on peut regarder un peu plus en détail les enjeux, les défis auxquels on fait face. Quand je dis auxquels les compagnies d'assurance peuvent faire face. Tout d'abord, ce qu'on peut constater, c'est que les chaînes traditionnelles sont complexes à mettre en place et surtout à faire évoluer. Aujourd'hui, quand on veut changer un pricing ou un paramètre et qu'on travaille notamment avec les départements informatiques, ça peut prendre pas mal de temps et on n'a pas forcément, ou les opérations n'ont pas forcément tout... Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Oui. N'ont pas forcément tout le contrôle sur la chaîne. Donc, à quoi cela est dû? C'est dû en général aux solutions qui sont en place aujourd'hui, résultent de systèmes historiques, résultent de systèmes complètement hétérogènes et non homogènes,
Et on aboutit à un empilement de pièces technologiques qui proviennent justement de cet ensemble de pièces hétérogènes qui proviennent de l'évolution métier. En 20 ans, le métier a pas mal évolué. La réglementation, n'en parlons pas. Les fusions-acquisitions, on rachète des assureurs, donc on hérite d'autres technos. Donc on se retrouve au bout d'un certain temps avec un ensemble complètement hétérogène. Et on finit par obtenir ce patchwork de solutions pour à la fois la gestion des données, la gestion des modèles, la gestion de la tarification, les environnements de test, les environnements de préposition et de production. Donc on se retrouve avec un certain nombre de pièces technologiques qui comportent un certain nombre de risques liés à ce type d'architecture complètement bigarrée, complètement hétérogène. Donc on va avoir des problématiques, ou des problèmes plus que des problématiques d'intégration, des problématiques de réconciliation, des problèmes de traçabilité. Donc ce que je démontre ici, alors je ne liste pas, le but c'est pas de lire cela, mais vous voyez bien qu'avec différentes pièces, on a un certain nombre de challenges qu'il faut véritablement résoudre quand on a ce type d'architecture hétérogène. Et ce qu'on a observé, c'est qu'une telle architecture est un énorme frein à la mise en place d'analytics beaucoup plus avancés. C'est un énorme frein à l'introduction de l'IA, parce que l'IA, en général, l'IA, ça n'a jamais été un problème depuis 20 ans. Le problème, c'était la donnée. Si on n'a pas la bonne donnée, si on n'a pas une bonne donnée et une donnée homogène, appliquer l'IA sur des patchworks de systèmes, ça n'a pas trop de sens. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir ces systèmes hétérogènes est un véritable frein à l'implantation de l'IA, de machine learning et autres automatisation. Je parlais de l'intégration tout à l'heure, c'est un énorme problème quand on a plusieurs outils. C'est un frein à la baisse des coûts, parce qu'il faut maintenir plusieurs systèmes, donc en termes de coûts, c'est assez important. La réactivité du marché, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez changer un paramètre, si vous voulez changer, revaloriser ou retarifier vos produits et que vous avez besoin de parler avec l'IT pour redévelopper un tarif ou un produit, le tester, le mettre en production, c'est un énorme frein à ce type d'activité. Et je pourrais en lister encore une dizaine de freins liés à ce type d'architecture assez hétérogène. Donc, une fois qu'on a vu, une fois qu'on a décrit cet ensemble, encore une fois non exhaustif de ce qu'on peut considérer comme des enjeux technologiques, ayant un impact assez significatif sur le métier, sur les opérations, et au bout du bout sur la profitabilité de votre business. Donc c'est assez important de bien comprendre les enjeux technologiques liés à vos systèmes. Et Earnix, en tant qu'expert technologique dans le domaine de la science et en collaboration avec nos clients et avec nos partenaires, que ce soit des partenaires métiers, que ce soit des partenaires tech ou intégrateurs, nous avons réfléchi à un target operating model, un modèle opérationnel cible le plus approprié, je dirais pas le meilleur, mais le plus approprié pour traiter ces différents défis technologiques. Et aussi, une fois qu'on a défini ce tome, quelle est la transformation de notre solution, de nos systèmes, pour pouvoir atteindre ce modèle opérationnel cible. Et le tout, encore une fois, c'est dans l'objectif d'avoir une meilleure maîtrise de cette tarification dont on vient de parler précédemment. Bien sûr, ce qu'on promeut, c'est une colonne vertébrale autour de laquelle on va affiner en fonction, colonne vertébrale qu'on va affiner en fonction des besoins du marché ou des besoins des clients qui peuvent changer en fonction de leur stratégie. Donc, le socle fondamental de la pièce technologique auquel on a pensé, c'est une seule et unique plateforme pour le traitement de bout en bout, et j'insiste sur ce mot de bout en bout, de la data, donc de la donnée, de la modélisation, qu'elle soit modélisation sur la plateforme ou que ce soit des modèles extérieurs ou de tierces parties, les tests, l'environnement de test, la pré-prod, la production jusqu'à l'intégration des canaux de distribution. Donc le but pour avoir un modèle opérationnel cible efficace et efficient, c'est d'avoir une seule unique plateforme qui gère l'ensemble de la chaîne. Et le deuxième point qui est très important, comme je le disais, en général, le marché et nos clients et nos prospects ont un patchwork de solutions. Le but, c'est aussi de leverager ce qu'on a déjà développé et ne pas le jeter à la poubelle. Donc il faut que
cette solution ait la possibilité d'être suffisamment ouverte pour intégrer, je vais dire, des modèles, des modèles propriétaires, pour intégrer de l'intelligence artificielle, pour intégrer les data. Donc, ce type de solution, ça doit être une solution de bout en bout, mais avec une capacité d'ouverture qui permet d'intégrer des éléments pour parfaire la solution au regard des besoins de nos clients. Donc c'est un peu le message de ce slide. Et cet type d'architecture, en fait, on s'affranchit un peu plus des départements informatiques. Alors je fais très attention quand je dis ça parce que ça peut être, certains départements informatiques peuvent dire « Oh là là, je vais perdre contrôle, c'est moi qui ai le contrôle, je développe. » Donc, je fais encore une fois très attention. Mais l'avantage, en fait, c'est pas tant dire « Bon, je m'affranchis de mon informatique et je me débrouille. » C'est dire « Je m'affranchis de certaines tâches avec mon informatique pour donner une plus grande bande passante à ce département informatique pour qu'il puisse se focaliser sur autre chose. » Et en conséquence, alors je vais vous lister quelques conséquences. On a une mise en place de tarifs beaucoup plus rapide puisqu'on gère l'ensemble de la chaîne, de la donnée jusqu'à la production. On peut avoir une réactivité plus importante au changement du marché. Comme je disais, si l'actuaire ou si le manager veut changer un pricing ou veut créer un nouveau pricing, il n'est pas obligé de spécifier, envoyer ses specs à l'IT. Il peut spécifier et dire à ses actuaires et à ses opérationnels, tu peux me développer ce nouveau modèle ou tu peux m'affiner ce modèle. Donc, plus grande réactivité. On diminue le risque opérationnel puisqu'on a une seule et unique plateforme, une seule et unique colonne vertébrale. On n'est pas obligé d'intégrer des systèmes dans tous les sens. Et en termes de coûts, le risque opérationnel, c'est un coût. Donc, diminution des coûts, diminution de la maintenance, qu'on maintient une seule et unique plateforme. Je ne parle pas des ressources humaines, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des ressources humaines IT fonctionnelles pour maintenir l'ensemble de vos solutions. Et en termes de gouvernance et de traçabilité, avoir une seule et unique plateforme est beaucoup plus efficace ou efficiente que d'avoir des solutions un peu partout. Donc, encore une fois, ce type de solution, ce type de modèle opérationnel tente d'éliminer tous les défis techniques opérationnels tels qu'on a décrits précédemment. Une fois qu'on a dit ça, très bien, j'ai amélioré mon modèle opérationnel, j'ai une super plateforme, de bout en bout, ça me coûte un peu moins cher, c'est plus efficace. J'ai vu l'état du marché très bien, on a vu mes défis, mes enjeux très bien. Mais encore une fois qu'on a mis cette architecture en place, quel est le but ultime? On a parlé d'une meilleure tarification, une meilleure maîtrise de la tarification, qui est assez évident, puisqu'on peut gérer l'ensemble. Mais qu'est-ce que cette meilleure maîtrise de la tarification nous permet au final? Très simplement, alors, je ne vais pas lister tout ce qu'il y a sur ce slide, mais majoritairement, on observe une augmentation des marges, une diminution des coûts, via une optimisation notamment des offres nouvelles, des offres existantes ou des offres à la demande, ce qui permet au final un accroissement de la profitabilité. Et en discutant avec le marché, je pense que les chiffres, encore plus pour les actuaires et les managers, sont assez importants. On s'est rendu compte qu'en optimisant ce type de modèle opérationnel, on peut accroître les primes brutes émises entre 3 et 6%. Ce qui n'est pas négligeable en termes de business. Donc, il y a un véritable impact business dans la maîtrise de cette tarification. Voilà, je pense que j'ai épuisé mon temps. C'était quelques éléments de réflexion pour mieux aborder cette problématique. Cependant, je serais ravi de discuter avec vous, soit dans la session de Q&A, de questions-réponses, soit plus tard aujourd'hui pour discuter un peu de l'angle un peu plus technologique, moins actuaire, mais plus technologique, avec vous. Donc maintenant, je vais passer la main à Émilie, qui vous donnera un point de vue un peu plus pratique, le point de vue d'un praticien. Merci Nicolas et merci à vous d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Mon mari m'a dit ce matin que tu seras extra si je ne suis pas trop anglais. Je vais donc commencer avec désolé parce que comme vous pouvez le remarquer avec mon accent fort, ça c'est impossible. Donc ça ne va pas être extra, mais je vais essayer quand même. Mais heureusement pour vous, vous n'avez pas à m'écouter pendant trop longtemps parce que j'ai que 10 minutes.
Donc, je ne vais pas discuter tous les points sur mes slides, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin de la présentation ou séparément. Alors, OK. Le progrès est une bonne chose. C'est pourquoi je souhaite commencer par expliquer quelques domaines dans lesquels le progrès technologique améliore nos vies en tant qu'actuaires. Donc, pour commencer, je vais parler d'analyse et modélisation des données. Les actuaires peuvent désormais analyser la grande quantité de données plus efficacement à l'aide de logiciels et les algorithmes avancés. Et cela permet des évaluations des risques et une modélisation prédictive plus précise et ça conduisant à une prise de décision mieux informée. Et même lorsque de plus petits volumes de données sont disponibles, il existe désormais des solutions pour aider à surmonter ce type de problème, comme la création de données artificielles. Et couplé à l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, et nous pouvons découvrir des modèles et des informations sur les données qui pourraient ne pas être apparentes avec les méthodes traditionnelles. Et cela permet d'obtenir une meilleure tarification, mais pourrait également ajouter des informations plus approfondies que les souscripteurs peuvent partager avec le client pour éviter les pertes et ajouter de la valeur au-delà du paiement des sinistres. Et le dernier sujet que je voudrais parler dans cette slide est la personnalisation. La technologie permet aux actuaires d'adapter leurs analyses et recommandations aux besoins et préférences spécifiques. Cette personnalisation permet des stratégies et des solutions de gestion des risques plus ciblées. Et si nous parvenons à surclasser nos concurrents, on pourrait avoir un avantage dans cet environnement concurrentiel. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il dans la pratique? Il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler ici, mais je vais concentrer uniquement dans quelques sujets. Et le premier étant architecture. Donc, choisir la bonne architecture pour vous et votre entreprise est une décision importante à prendre. Nicolas, on a démontré la complexité, l'importance et l'avantage. Historiquement, les assureurs commerciaux se sont appuyés sur simples tarifs comptables ou sur des modèles Excel assez simples qui nécessitent souvent une saisie manuelle dans les systèmes de gestion de police. Mais au cours de la dernière décennie, avec les Internet des objets, la science de données et l'intelligence artificielle, les assureurs sont tournés vers les architectures d'infrastructures plus avancées et en utilisant les techniques et modélisations plus complexes. Dans le cadre de cette révolution, nous avons également vu un certain nombre de fournisseurs proposer une gamme de solutions sur le marché de l'assurance. Et l'assureur individuel doit tenir compte de ses besoins spécifiques et de sa stratégie lorsqu'il décide de solutions de tarification. Peuvent-ils obtenir ce qu'ils veulent en interne, par exemple en utilisant les logiciels open source comme R et Python avec des API et avec des connaissances en interne? Ça, il permet un contrôle total des processus pour l'assureur, aussi l'accès à une plus grande communauté d'experts comme avec R et Python, une modélisation et des analyses rapides
et il est plus facile de mettre à jour plus rapidement les dernières méthodologies. Cependant, ça nécessite de disposer d'experts en interne et nécessite une courbe d'apprentissage abrupte. Et ça peut conduire une dépendance envers les personnes clés. Les recours à des fournisseurs externes est généralement plus facile à utiliser avec des interfaces utilisateurs conviviales et permet une solution rapide à mettre en œuvre. Et il existe un certain nombre de fournisseurs se concentrant sur différents arguments de vente. Par exemple, certains se concentrant sur l'aspect de modélisation, tandis que d'autres offrent une plateforme dans laquelle des modèles internes peuvent être importés. Le niveau de service et d'assistance et de conseil fourni peut également varier. Les fournisseurs externes peuvent être considérés comme moins transparents, plus coûteux et potentiellement plus lents à mettre en œuvre les dernières technologies. Donc, il existe des solutions de fournisseurs externes très complètes où un assureur peut décider de faire tout en interne. Et bien sûr, il y a tout le reste où plus d'une solution est nécessaire. Comme pour toute la chose dans la vie, toutes les options ont des avantages et inconvénients. Donc, il n'existe pas de bonne réponse uniquement. Pour le prochain slide, ici, je vais me concentrer sur le talent et prix énergie. Donc, talent, les universités et les organismes professionnels doivent équiper les nouveaux actuaires lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail qui attendent davantage les connaissances techniques. Dans le même temps, il peut être flou de savoir ce qui relève de la compétence d'un actuaire. Par rapport à une équipe de sciences des données ou une équipe de modélisation technique et d'autres équipes que les entreprises constituant. Cependant, de nombre d'entreprises commencent à diversifier les différentes voies qu'un actuaire peut emprunter. Peut-être souhaite-t-il emprunter une voie plus technique ou peut-être rester plus proche de l'entreprise. Ce sont des décisions explicites qu'un actuaire peut prendre aujourd'hui. Puis le prochain sujet, énergie. En règle générale, les humains n'aiment pas particulièrement le changement. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler avec certains sujets et outils que nous-mêmes et les parties prenantes connaissons très bien. Il est vrai qu'il existe des modèles Excel très complexes dans lesquels les actuaires ont poussé Excel à ses limites. Mais amener les souscripteurs, etc., à abandonner le travail à la sauvegarde des feuilles de calcul pour migrer vers de nouvelles infrastructures et bases de données a été et continue d'être un processus long. Il est crucial lorsqu'il s'agit d'un grand projet que nous disposions d'une équipe de gestion du changement qui facilite la communication et l'intégration de chacun. Mais les humains ont montré maintes reprises que nous pouvons nous adapter. Donc, il ne faut pas oublier que si nous n'avançons pas, nous reculons. Alors, que nous entrons dans ce nouveau monde, quelles compétences actuarielles sont nécessaires pour réussir? Nous devrions être en train de maîtriser de ces compétences. La clé est d'accepter le changement. Même nous, en tant qu'actuaires, ne sommes pas enclins au changement. Mais nous devons adopter et exploiter tout ce qui est disponible pour contribuer à trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. L'assurance est un catalyseur.
Nous sommes ici pour permettre aux entreprises de prendre des risques et de faire progresser la communauté, la société et la planète. Donc, pour terminer, je voudrais dire que les actuaires peuvent et doivent jouer un rôle important dans l'avenir de l'assurance. Alors, acceptez le changement et soyez l'avenir. Nous sommes entourés de citrons, alors commencez à faire de la limonade. Et avec ça, je vais inviter Lucie à commencer continuer la discussion. Merci, Emily. Bon, je pense que maintenant, tout le monde dans l'auditoire a décidé de lancer un projet de transformation tarification. C'est excellente nouvelle, mais vous avez beaucoup à faire. Et donc, je vais reprendre la parole ici pour vous aider à assurer que votre projet se roule aussi rapidement et aussi facilement que possible. OK. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé dans la tarification savent que les modèles de tarification ont tendance d'être construits par les éléments et les fonctionnalités assez similaires. Par exemple, vous trouvez les modules pour calculer le experience rating, l'exposure rating, le changement de taux, etc. La clé ici, c'est d'identifier tous les éléments assez similaires et de construire une fois et dans une manière qui peuvent être réutilisées. Donc, en effet, avec ça, vous pouvez copier-coller les fonctionnalités partout possible et accélérer le développement de vos modèles. Il y a un deuxième avantage ici, et ça c'est que ça favorise également la homogénéité et la cohérence entre les modèles. Une approche modulaire va main en main avec un développement agile. Avec un développement agile, chaque sprint vous donnera un nouveau module, une nouvelle fonctionnalité, peut-être un change itératif. Et ça vous permettra de diviser le projet en parties faciles à gérer et faciles à prioriser. En global, ça permet de globalement déposer plus rapidement une version opérationnelle de vos modèles. Avec une approche agile, vous pouvez aussi rester flexible. Et la flexibilité, c'est une de nos autres priorités clés. À le début de le projet, acceptez que les changements, c'est inévitable. En fonction de l'évolution de les priorités de votre entreprise, le marché extérieur qui change, le feedback de les utilisateurs. Acceptez-le et planifiez-le. Le plus que vous accueillez la flexibilité à le début, le plus facile ça va être de mise en place les changements à l'avenir. Et enfin, ici, inspirez-vous par les meilleures pratiques de IT. Optimisez les tests et la production le plus possible. Par exemple, le continuous deployment, continuous integration est une pratique de IT où les développeurs fréquemment déploient les modifications. Chaque deployment ça lance un test pour les erreurs automatiquement et toutes les modifications qui passent les tests sont automatiquement lancées dans la production. Dans l'ensemble, les pratiques comme ça maximise l'efficacité du développement et accélérer la livraison de modèles. Okay. Donc, il y a 10 ans, quand je travaillais chez Lloyd's dans la tarification, et à l'époque, tous nos modèles étaient faits en Excel.
et il n'y a pas beaucoup de besoins pour engagement en plus de l'équipe actuariat et l'équipe de souscription. Bien évidemment, ce n'est pas le cas avec les modèles matures et les technologies qu'on parle aujourd'hui. Si vous lancez un projet de transformation, c'est vraiment important d'identifier et d'engager tous les parties intéressées. Comme ça, vous pouvez assurer que les objectifs de toutes les parties sont bien alignés et que le projet aligne bien avec les stratégies organisationnelles plus globales. Nous devons également rappeler que les compétences requises pour créer une tarification moderne, ce n'est pas rempli par les équipes des actuaires et l'équipe de souscription seule. On a besoin de les inputs de IT, de DevOps, peut-être un fournisseur de technologie, de le management. Il faut donc créer les équipes multidisciplinaires parce que si l'équipe travaille en solo, chaque fois que les choses passent entre les différentes équipes, ça ralentit le projet et ça introduit un risque des erreurs, de miscompréhension. Donc, c'est vraiment important qu'on a les équipes multidisciplinaires qui travaillent ensemble et avec les objectifs bien alignés. Donc, j'ai passé une grande partie du temps, des dernières années, à participer à la mise en œuvre de les programmes transformationnels actuariat, comme j'évoquais à le début. L'une des leçons que j'ai prises, c'est extrêmement simple. De changer les processus actuariat, c'est pas facile. Comme évoqué Emily, les actuaires et les souscripteurs ont tendance de résister le changement parce qu'ils sont contents avec la situation actuelle, parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Acceptez-la, mais cela signifie que nous devons être proactifs en manière de gestion du changement et d'avoir les communications très claires sur l'intention de les projets, les avantages de le projet et les objectifs, et aussi d'être transparent sur le progrès de le projet et ses challenges. Une formation et un support complet devraient également mettre en place pour aider tous les personnels d'apprendre d'utiliser les nouvelles technologies et d'acquérir les nouvelles compétences nécessaires. Merci Lucie. Juste pour compléter rapidement, pour prendre un peu de recul, c'est qu'on a beaucoup parlé de tarification, il ne faut pas oublier que la tarification s'inscrit dans un cadre plus large à la fois et qu'il y a besoin d'un travail avec le reserving, avec les équipes de planification et globalement avec les équipes de performance. Il ne faut pas oublier que le pricing doit d'abord répondre à une performance financière et plus globalement des projets et les réglementations de plus en plus complexes qui sont mises en place. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur FR 17 et on a pu voir notamment que même une norme comptable au bout du compte a des impacts sur la tarification et qu'il faut bien prendre en compte tous les enjeux et du coup que les personnes qui travaillent en tarification ont bien en tête les enjeux de bout en bout dont on parlait. Plus qu'une technologie de bout en bout, il y a aussi compréhension des enjeux de bout en bout pour avoir une communication efficace entre les équipes et une communication surtout que tout le monde comprenne pour pouvoir comprendre quels sont les objectifs et les enjeux de chacun. Et pour conclure, je vais laisser la parole à Lucie. Je vois que le temps va nous manquer. Merci. Well, en conclusion, comment mettre en place un processus de tarification mature? Voilà. Nous créons des processus au bout en bout qui sont entièrement intégrés avec nos systèmes et nous réduisons au strict minimum le requêting de données. Nous intégrons et nous déployons rapidement, pas penser de l'utilisation d'un fournisseur expert
et se concentre sur la modularité, l'agilité, la flexibilité et l'optimisation. Nous maximisons l'intelligence en utilisant le machine learning, le AI et la visualisation riche de données. Et nous intégrons les feedback loops automatisés partout possible. Enfin, nous assurons que les gens aient confiance en notre modèle par intégrer l'audit et la governance automatisée et par une gestion de changement fort. J'ai juste un dernier conseil, et ça, c'est de ne pas avoir peur. Le processus de tarification mature est là pour nous aider. Elle va augmenter la productivité de les actuaires et renforcer notre rôle dans les entreprises qu'on travaille. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question à Nicolas, parce qu'effectivement, pour lancer les projets de changement, il faut toujours arriver avec qu'est-ce qu'on va gagner. Et vous aviez parlé de 3 à 6% de gain de prime. Comment on estime un tel gain de prime pour un tel projet d'automatisation? Alors, c'est sur la... Pardon. Excusez-moi. En fait, c'est sur la base de différents projets. On a une centaine de clients. Et donc, on a récupéré l'information sur la base des primes émises facturées avant le projet et sur le résultat post-projet. Et donc, on a estimé, alors c'est une estimation de 3 à 6% de gains de bénéfices suite à la transformation opérationnelle et technologique de leur solution. Ça répond à peu près à votre question ou... Pardon? Absolument, oui, absolument, tout à fait, c'est ça. Tout est clair donc? Ou pas? Ah, une petite question à gauche ou à droite, ça dépend d'où on se trouve. Merci pour votre présentation. Peut-être j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on peut avoir un exemple un peu plus concret sur la prise en considération des algorithmes de machine learning dans le moteur de tarification? Et si oui, c'est comment vous faites face aux problèmes d'interprétabilité pour s'assurer que c'est un algorithme qui est non discriminatoire et qui est conforme à la réglementation? Et la deuxième question, c'est plus sur la maintenance et la mise à jour du modèle de tarification. C'est à quelle fréquence en fait vous recommandez de faire la mise à jour de ce modèle? Et surtout si on est dans un modèle imbriqué en un modèle traditionnel, comme vous l'avez mentionné, GLM ou GAM, plus un modèle de machine learning. Donc, je peux répondre à la deuxième partie de la question. Je pense avec une approche plus agile, ce n'est pas nécessaire de prendre une approche avec quelle fréquence on mise à jour les modèles. Parce que les changements, c'est plutôt itératif. Et plutôt que faire une fois par an ou une fois par 2 ans, je ne sais pas. C'est facile de faire les petits changements et de lancer en la production plus fréquemment et avec un audit trail et la governance bien intégrée. C'est très facile d'un trail de qu'est-ce que c'est le changement, qu'est-ce que c'est l'impact de chaque changement et de comprendre, par exemple, le waterfall entre l'année dernière et, par exemple, un renewal. Le changement de le modèle, c'est 1, 2, 3, parce qu'on a ça bien dans notre audit log. Et chaque changement a
cette taille d'impact sur la tarification. Donc, oui, en global, pas besoin d'avoir une frequency set. C'est ça. La première partie de la question, La première partie de la question, pardon. La première partie, c'était est-ce qu'on peut avoir un exemple concret sur la prise en compte du modèle de machine learning dans un modèle de tarification? Si oui, comment vous avez fait face au problème d'interprétabilité de ces algorithmes pour qu'ils ne soient pas des algorithmes discriminatoires ou des algorithmes non conformes à la réglementation? Alors, d'un point de vue purement technologique, comme je disais, nous, il y a deux choses. On peut développer nos propres, les acteurs peuvent développer leur propre modèle sur la solution ou intégrer des modèles externes. Alors, quand je dis modèles externes, ça peut être des modèles propriétaires ou des modèles qui peuvent provenir d'autres fournisseurs. Et dans notre outil, on a toute une traçabilité, une explainabilité de tout ce qui se passe sur les modèles, sur le changement des modèles, sur l'origine des modèles et sur comment les chiffres sont calculés. Donc en termes de traçabilité, de gouvernance et d'auditabilité, comme je disais, comme nous on gère... on me préconise de faire une gestion, et ce que l'on fait dans notre technologie end-to-end de la donnée jusqu'à la mise en production, il est beaucoup plus simple pour nous de tracer l'ensemble des actions et expliquer tous les chiffres qui sortent des modèles, que ce soit de machine learning, que ce soit de la tarification, parce que ce bout en bout. Et donc, on peut sortir des rapports pour effectivement expliquer l'ensemble des informations qui sont rentrées dans le système, qui permettent le calcul et qui est l'outcome de ces calculs. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. À moitié? En partie? On peut en discuter après plus en détail. En plus, on a nos voisins qui vont nous pousser, j'imagine, mais on a encore si vous avez quelques questions, on a 10 minutes. Ouais, enfin, oui, enfin... Ah. Ouais, donc merci encore pour la démonstration. Effectivement, on a pas mal parlé de la résistance au changement tout au long de la démonstration. J'aimerais savoir si vous ne pensez pas que le machine learning peut être un moteur pour incitant justement les assureurs à adopter un changement et être moins résistants. Quelle est votre expérience là-dessus? Merci. Donc, dans mon expérience, avec le machine learning et intelligence artificielle, il y a encore une courbe d'apprentissage pour beaucoup de monde. Donc, pour faire ça, en plus de leur travail quotidien, est vraiment difficile. Donc, même s'ils sont enthousiastes, il y a les actuels qui veulent faire ça, mais c'est juste pour trouver le temps et tout ça, c'est difficile. Donc, à Accès Excel, nous fournissons tous les outils, toutes les ressources pour permettre à nos actuels pour avancer la technique et continue d'avancer avec le changement. Et quand on fait les grands projets aussi, on utilisait une équipe de gestion de change et ils aidaient beaucoup de donner la direction et prendre tout le monde en même temps. Et aussi, on a le subject matter experts. Et dans le rôle de subject matter expert, c'est pour, ce n'est pas juste être expert, mais c'est aussi pour vendre le projet, vendre pas bénéfice, les avantages et tout ça. Et c'est pour ça, je crois que utiliser tout ça, on peut maintenir Accès Excel, être une leader de l'innovation et dans l'assurance. Merci. Merci. J'espère que j'ai bien compris, mais... Oui, je pense que ça c'est la fin, mais oui, merci beaucoup d'être venu de notre présentation un peu franco-anglaise. Merci.